La variation la plus rapide et la plus importante du climat régional est bien sûr le cycle des saisons, qui fait facilement gagner ou perdre 2 dizaines de degrés de température moyenne aux moyennes latitudes. Puis, si nous nous cantonnons uniquement aux moyennes annuelles de température ou de précipitation, nous allons trouver de grandes oscillations du type El Niño, susceptibles de faire varier significativement le climat régional pendant quelques années. Des changements massifs d'un climat régional peuvent subvenir en quelques dizaines d'années ou quelques siècles, comme conséquence d'une modification des courants océaniques régionaux, qui se produisent au même rythme, comme par exemple les arrêts du Gulf Stream dans le passé. À l'échelle de quelques millénaires et de l'ensemble du globe, nous pouvons trouver des entrées en glaciation qui prennent typiquement de l'ordre de 10 000 ans. Enfin, le climat peut lentement évoluer à l'échelle de dizaines de millions d'années, ce qui est par exemple le cas du lent refroidissement que notre planète a connu en moyenne depuis le milieu de l'ère tertiaire. Cette fois-ci, c'est la dérive des continents qui est en cause, voire plus bas. Sur ce graphique, on voit l'estimation de la température moyenne de la planète par rapport à aujourd'hui, le zéro de l'échelle de droite représentant la température moyenne du dernier millier d'années, sur les 70 millions d'années écoulées. L'axe horizontal du bas donne l'ancienneté par rapport à aujourd'hui en millions d'années. Attention, une graduation de l'axe du bas fait 2 millions d'années, et l'époque est d'autant plus ancienne que l'on va vers la droite. Rappelons que la moyenne planétaire est aujourd'hui de 15 degrés, mais que si nous faisons la moyenne sur le dernier million d'années, nous obtiendrons quelque chose de plus proche de 11 ou 12 degrés, car la Terre a été en période glaciaire l'essentiel du dernier million d'années. Bien sûr, dans toute évolution lente, il peut se glisser des variations plus rapides, mais il faut bien se garder de confondre la tendance de fond avec les variations rapides en question. Un changement de climat n'est pas caractérisé dès que la température d'un jour donné, ou même d'une semaine donnée, a connu un écart important par rapport à la moyenne, ou même à l'évolution lente de cette moyenne. Suffit-il de lever le nez pour comprendre le climat ? Une autre grande différence entre climat et météo est que le climat n'est pas uniquement déterminé par ce qui se passe dans l'atmosphère. Pour étudier le comportement du climat, il ne suffit pas de lever le nez très haut. En effet, le fonctionnement de la machine climatique est conditionné par énormément d'éléments, dont du reste ne font pas partie du système planète Terre. En voici la liste non limitative. Le Soleil est la plus ou moins grande quantité d'énergie qu'il émet, car cela conditionne la quantité d'énergie qui est injectée dans la machine terrestre. Les paramètres astronomiques de la Terre qui conditionnent aussi la quantité de rayonnement solaire qui parvient sur la Terre et surtout sa répartition saisonnière, la composition de l'atmosphère qui conditionne l'effet de serre et donc le réchauffement supplémentaire du sol, les volcans qui conditionnent la quantité d'aérosol envoyé dans l'atmosphère et donc au contraire le refroidissement du climat, les océans qui avec l'atmosphère amortissent considérablement les écarts de température entre la nuit et le jour et entre l'hiver et l'été, les glaces polaires d'une part parce que leur étendue conditionne le pouvoir réfléchissant global de la Terre, mais de manière secondaire par rapport aux nuages, et surtout parce que leur volume conditionne la hauteur des océans. En période glaciaire, les calottes sont bien plus massives et du coup l'océan est bien plus bas. La végétation qui conditionne le cycle local de l'eau, les arbres sont des machines à évaporer et en moyenne il pleut plus au-dessus des zones boisées qu'au-dessus des zones défrichées, et qui conditionne aussi le pouvoir réfléchissant de la surface. Une forêt et un champ n'ont pas le même pouvoir de réflexion du rayonnement solaire, ce qui a bien sûr de l'importance. La dérive des continents, qui change la répartition régionale de la réflexion du rayonnement. L'eau océanique réfléchit moins le rayonnement que les terres émergées. Si la dérive des continents met la Terre là où il y avait de l'eau, cela change la proportion de rayonnement réfléchi à cet endroit du globe, et donc le climat local, voire global. Cette dérive permet aussi, si la Terre remplace l'eau au pôle, l'installation d'une calotte polaire. Sur l'océan, il ne peut y avoir que de la banquise, bien moins volumineuse, qui a en retour changé le niveau des océans et la température moyenne de l'hémisphère, etc. Et pour finir, si l'homme est incontestablement devenu un agent climatique en modifiant l'effet de serre de l'atmosphère, ce qui va engendrer une modification lente mais potentiellement majeure à terme du climat, il n'est pas encore devenu un agent météorologique, capable de changer instantanément le temps qu'il fait en un claquement de doigts. Mais quels sont donc les gaz à effet de serre ? La définition d'un gaz à effet de serre est à la fois très simple et très compliquée pour le profane. Un gaz à effet de serre est tout simplement un gaz présent dans l'atmosphère terrestre et qui intercepte les infrarouges émis par la surface terrestre. Ce sont des gaz dont nous n'avons pas entendu parler depuis tout petit déjà, parce que ni l'azote ni l'oxygène, les deux gaz les plus abondants dans l'atmosphère, 78% et 21% respectivement, que beaucoup d'entre nous connaissent, n'ont cette propriété. Pour les amateurs de précision, un gaz ne peut absorber les infrarouges qu'à partir de 3 atomes par molécule, et du coup, ni l'azote,
le diazote pour être précis, ni l'oxygène, le dioxygène pour être précis tout autant, ne sont dans la catégorie des gaz à effet de serre. Mais une fois que nous avons dit cela, quels sont ces gaz exactement? Et l'homme en est-il le seul émetteur, comme le sous-entendent parfois certains propos entendus dans les médias? Les gaz naturels à effet de serre. Les deux principaux gaz responsables de l'effet de serre de la Terre, depuis que notre planète a une atmosphère qui ressemble à l'actuelle, ce qui fait bien quelques centaines de millions d'années, sont la vapeur d'eau, H2O, et le gaz carbonique, CO2. Il en existe d'autres, et même beaucoup d'autres. Certains, comme le CO2 et la vapeur d'eau, sont naturels, c'est-à-dire qu'ils étaient présents dans l'atmosphère avant l'apparition de l'homme. Cette présence ancienne signifie par la force des choses qu'ils possèdent des sources naturelles, mais aussi des puits, qui retirent les gaz en question de l'atmosphère et permettent à la concentration de rester à peu près stable. Pour la vapeur d'eau, le puits s'appelle la pluie, et pour le CO2, une partie du puits est tout simplement la photosynthèse. Outre la vapeur d'eau et le gaz carbonique, les principaux gaz naturels à effet de serre sont le méthane, CH4, qui n'est rien d'autre que le gaz naturel de nos cuisinières, le protoxyde d'azote, NO2, nom savant du gaz hilarant, mais qui est ici un peu moins drôle, l'ozone, O3, molécule formée de 3 atomes d'oxygène. Les molécules de gaz oxygène normal comportent 2 atomes d'oxygène seulement. Dire que ces gaz sont naturels, et donc qu'ils ont des sources naturelles, ne signifie bien évidemment pas que l'homme n'a pas d'influence sur leurs émissions ou sur leur concentration dans l'atmosphère. Pour les 3 gaz mentionnés ci-dessous, comme pour le CO2, il s'est avéré que l'homme ajoute sa part et a augmenté leur concentration dans l'air de manière significative. C'est du reste pour cela que, comme pour le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote sont pris en compte dans les accords internationaux comme le protocole de Kyoto. Ce n'est pas le cas de l'ozone, mais cela est dû à des difficultés pratiques et non à une absence d'influence sur le climat. À côté des gaz naturels à effet de serre, il en existe d'autres que nous pouvons qualifier d'artificiels. Il s'agit de gaz industriels qui ne sont présents dans l'atmosphère qu'à cause de l'homme. Les principaux gaz industriels à effet de serre sont les halocarbures, formule générique du type CXHY, HALZ ou HAL représente un ou plusieurs halogènes. Il s'agit d'une vaste famille de gaz obtenus en remplaçant dans une molécule d'hydrocarbures, le propane, le butane ou encore l'octane que l'on retrouve dans l'essence, qui sont des hydrocarbures, de l'hydrogène par un gaz halogène, le fluor et le chlore. Les molécules ainsi obtenues ont 2 propriétés importantes pour nous. Elles absorbent très fortement les infrarouges, beaucoup plus que le gaz carbonique à poids égal. Certaines d'entre elles, comme les perfluorocarbures par exemple, sont très solides. Elles sont chimiquement très stables dans l'atmosphère et seule la partie la plus énergique du rayonnement solaire et intersidéral, les ultraviolets et les rayons cosmiques, peuvent casser les liaisons de ces molécules une fois qu'elles sont dans l'atmosphère. Comme ces processus sont lents et n'interviennent que loin du sol, ces molécules d'halocarbures ont donc des durées de vie dans l'atmosphère qui peuvent être très longues, car il faut attendre qu'elles diffusent dans la stratosphère, donc qu'elles montent très haut, alors qu'elles sont souvent très lourdes, avant d'être cassées, et cela peut prendre des milliers d'années. Une famille particulière d'halocarbures est les CFC, qui a la double propriété de contribuer à l'augmentation de l'effet de serre, mais aussi de diminuer la concentration de l'ozone stratosphérique, la fameuse couche d'ozone, qui en fait n'est pas vraiment une couche. La production de ces gaz est désormais interdite, ou en cours d'éradication, au titre du protocole de Montréal, signé en 1987, qui ne concerne pas les autres gaz à effet de serre. Il existe également un autre gaz industriel que l'on mentionne souvent dans les milieux spécialisés, l'hexafluorure de soufre, le SF6, qui est utilisé par exemple pour les applications électriques, les transformateurs, et les doubles vitrages. Il n'est pas émis en grande quantité, mais il est encore plus absorbant pour les infrarouges et résistant à la partie dure du rayonnement que les halocarbures. Mais quels sont les gaz qui font le plus d'effet de serre et d'où viennent-ils? Si nous ne nous occupons pas de la raison pour laquelle les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère, celui qui engendre le plus d'effet de serre est la vapeur d'eau. Sur ce graphique, on voit la répartition des contributions des gaz à effet de serre naturels des différents gaz présents. L'eau, sous toutes ses formes, en représente les 3/4. La partie autres gaz est essentiellement due au gaz carbonique ou CO2. Attention, il s'agit bien de l'effet de serre naturel, pas de la contribution humaine qui vient s'y ajouter. Mais si on se limite à l'effet de serre d'origine humaine, ce que l'on appelle aussi parfois effet de serre additionnel parce qu'il se rajoute à celui d'origine naturelle, ou anthropique, la répartition par gaz est totalement différente. Merci aussi de ne pas me faire remarquer que le total fait 105%. Les pourcentages ont été arrondis.